On est de retour à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Épisode numéro 47. Aujourd'hui, j'ai reçu Evelyne Labonté, qui est physiothérapeute, qui est experte en pédiatrie. Donc, elle travaille entre autres à Sainte-Justine. Elle a une pratique en clinique privée également. Donc, c'est une clinicienne qui a vraiment développé une expertise en lien avec le développement moteur des jeunes enfants, donc des nouveau-nés. Également dans la prise en charge de tout ce qui est torticolis congénitale, plagiocéphalie, retard de développement moteur. Et c'est peut-être une branche de la physiothérapie qui est moins connue auprès du grand public, que les physios ont également une expertise pour évaluer le développement moteur des jeunes enfants. Et on a parlé de tout ça aujourd'hui dans l'épisode. Donc, on a parlé de c'est quoi le développement normal d'un nouveau-né jusqu'à, mettons, l'âge de la marche, comment on peut dépister un retard de développement moteur, qu'est-ce qu'on fait comme intervention pour régler ça. Et on a aussi parlé de torticolis congénitale, plagiocéphalie. Plagiocéphalie qui est le terme scientifique pour le syndrome de la tête plate, ou simplement la fameuse tête plate. Et on a parlé de quel genre d'intervention on fait pour régler ces problématiques-là. Donc, épisode super intéressant. Tous ceux qui ont des enfants ou qui prévoient avoir des enfants un jour, comment surveiller le bon développement moteur de son enfant. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation. Épisode numéro 47 avec la physiothérapeute Evelyne Labonté. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais avec le code Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast. OK, on est parti. Evelyne Labonté, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi aussi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a même notre petite invitée, c'est pas une vraie, là. On rassure les gens qui nous écoutent en vidéo. La poupée qui est là est simplement pour donner le ton à la thématique du jour. On va parler de bébés, d'enfants, de nouveau-nés, de pédiatrie et de physiothérapie parce que des fois, les gens ne savent pas, mais les physiothérapeutes sont très impliqués dans le monde médical pédiatrique. Ils ont un rôle important à jouer. Tu as déjà une longue carrière dans ce domaine-là, fait que c'est la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui. On veut parler de développement moteur chez l'enfant, de retard de développement moteur, de qu'est-ce qu'on peut faire en physiothérapie pour ce genre de problématiques-là. Puis on va aussi faire un tour d'horizon des différentes problématiques fréquentes chez les enfants, ou plutôt les jeunes enfants, les nouveau-nés, comme par exemple le torticolis, la plagiocéphalie, fait que la fameuse tête plate. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être nous donner un aperçu de ton emploi du temps, comment tu divises ton temps professionnel et à quoi ça ressemble ta pratique en pédiatrie. Bon, alors, moi, c'est quand même assez varié. J'ai un gros chapeau qui est le chapeau clinique. Mm-hmm. Donc, je suis propriétaire d'une clinique de physiothérapie là, avec une associée. Puis, on fait seulement de la physiothérapie pour les enfants. Donc, 0-12 ans. Moi, mon volet, c'est vraiment plus 0-2 ans, là, la pédiatrie pour les tout petits. Donc, je fais 4 jours semaine de pédiatrie à la clinique, puis je fais une journée semaine à Sainte-Justine. Donc, je suis sur les étages, ça me change un peu de ma routine. Ouais. Donc, jusqu'à récemment, j'étais avec l'équipe de trauma, là, je suis avec l'équipe de pédiatrie. Donc, les enfants qui sont hospitalisés, on les voit là, pour différentes problématiques, tant au niveau respiratoire que développement. J'ai un petit volet enseignement. Donc, j'enseigne pour Sainte-Justine là, le cours pour les physiothérapeutes en pédiatrie sur la plagiocéphalie et le torticolis qu'on donne quelques fois par année. Et avec l'Université de Montréal, je participe au cours de pédiatrie avancée qui est offert aux étudiants de la maîtrise. Donc, c'est moi qui donne aussi le torticolis plagiocéphalie à raison d'une journée pour cet aspect-là dans leur formation. Fait que ça fait un beau mélange entre la clinique et l'enseignement. Un beau mélange, puis c'est ce que j'aime. Puis souvent, moi, j'ai la croyance que les enseignants, les formateurs qui demeurent cliniciens sont les mieux placés pour former parce qu'ils ont encore un pied dans la pratique et ça permet de vraiment avoir un pied sur le terrain puis de comprendre la réalité des cliniciens qu'on forme ou des étudiants, par exemple, dans le cours à l'université. Oui. Avant qu'on parle des différentes problématiques qu'on peut rencontrer chez les nouveau-nés, fait que,
ton expertise, c'est vraiment les 0-2 ans. C'est surtout des problématiques qui touchent les 0-2 ans qu'on va aborder aujourd'hui. Mais c'est quoi le rôle en général de la physiothérapie, des physiothérapeutes en pédiatrie? C'est quoi leurs implications? Puis des fois, c'est très méconnu auprès du public. Fait que peut-être nous parler de l'importance des physiothérapeutes dans ce monde-là pédiatrique. En physiothérapie, notre expertise, c'est l'expertise du mouvement. Donc, comment on bouge, comment on se mobilise, comment on se déplace. Puis les enfants découvrent la façon de bouger. Donc, un petit bébé va partir avec aucune connaissance, va commencer sa vie sur le dos, puis là, on doit tranquillement, il va apprendre tranquillement les différentes étapes. Chez certains enfants, les étapes ne se font pas dans l'autoroute de la bonne façon, dans l'autoroute traditionnelle. Donc, il y a une façon de se développer, puis selon comment les enfants vont être exposés, s'ils vont avoir été sur le ventre, s'ils vont avoir été debout, assis, donc selon leur trajet, ils vont se développer d'une certaine façon. La majorité emprunte l'autoroute, puis ça se déroule normalement. Il y en a qui ont des petits retards, donc qui sont sur la voie de service ou qui sont sur le trottoir, qui prennent un peu leur temps pour se développer. Il y a des enfants qui vont prendre le champ, donc qui vont faire un grand détour, qui vont finir par marcher, mais qui vont avoir fait un grand détour avant de se rendre là. Puis malheureusement, il y a des enfants qui, par leur parcours médical, vont avoir certaines embûches. Donc, vont avoir une chirurgie, vont avoir un accident. Donc, ces enfants-là, on les accompagne aussi dans le mouvement là, avec la physiothérapie. Donc, notre champ d'expertise, il est large. On va traiter des retards moteurs, on va traiter des enfants qui ont des maladies, on va traiter des enfants qui ont des paralyses cérébrales, on va traiter des enfants qui ont des retards un peu plus importants, d'autres un peu plus légers. Là, actuellement, c'est l'automne, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes respiratoires chez certains enfants. Donc, on a ça l'a fait la une des journaux au Québec ici. Oui, puis il y a beaucoup de physiothérapeutes chez les enfants là, qui travaillent au niveau cardio-respiratoire. Donc, aider à dégager des sécrétions, s'assurer que les enfants respirent bien. Donc, ça, c'est une partie de notre pratique aussi. Puis, certains enfants ont des accidents, accident de voiture, accident de noyade ou peu importe. Donc, nous, on va les accompagner dans ce parcours-là aussi là, pour récupérer au maximum de leur fonction. Ouais. Donc, les enfants, on veut les amener à leur plein potentiel. Donc, nous, on est là pour les accompagner sur le plan musculo-squelettique là, pour traiter puis pour faire la réadaptation aussi. Ouais. À peu près tous les champs médicaux ou les pathologies qui touchent les adultes, mais quand ces mêmes pathologies-là touchent les enfants, il y a des physios quelque part pour intervenir. Fait que ce soit les traumatismes crâniens cérébrales chez l'adulte ou chez l'enfant, il y en a des physios qui sont spécialisés en pédiatrie ou qui ont cette expertise-là, qui interviennent. Les grands brûlés, les retards de développement, comme tu disais, toutes les maladies cardio-respiratoires, je pense à la fibrose kystique, les problématiques asthmatiques, etc. Fait que c'est vraiment large. C'est très, très large. Oui, c'est ça, c'est très, très large. Puis il y a des physiothérapeutes dans tous ces domaines-là. L'oncologie, c'est très varié. Fait qu'en physiothérapie pédiatrique, on ne s'ennuie pas. On peut faire le tour. Quand on commence notre carrière, on a l'opportunité d'aller en réadaptation, d'aller dans les écoles spécialisées pour des enfants qui ont des problématiques à plus long terme. On peut être en aigu, donc plus en centre hospitalier, ou on peut être en réadaptation. Puis il y a aussi un gros volet clinique privée. Oui, effectivement. Clinique privée, justement, là, pour des problématiques qui sont des fois un peu moins mineures ou qui servent beaucoup de dépistage, de prévention. Oui, je veux dire plus mineur, un peu plus mineur. Un peu plus mineur. Oui, c'est ça. Oui, on commence avec, le parent a une inquiétude, donc on prend le problème très petit avant qu'il soit plus important. Donc, souvent, ça règle ça aide à régler beaucoup de choses. Là. Je dis souvent aussi que la pédiatrie en physio, c'est tellement spécialisé. Tu sais, quand tu gradues de l'université, t'es pas prêt à être sur les étages à Sainte-Justine aux soins intensifs. Tu te formes vraiment à force de travailler dedans, dans le milieu. Puis, tu sais, je sais que, mettons, Sainte-Justine au Québec, ou en tout cas à Montréal, c'est pas mal le plus grand encadrement en pédiatrie, dans le sens qu'il y a beaucoup de physios qui sont là, puis c'est un milieu d'apprentissage aussi, de formation. Fait que je dis souvent que c'est très, très, très spécialisé. Puis les physios qui graduent on gradue généraliste, peut-être avec une expertise musculo-squelettique vraiment plus développée. Fait que tu es prêt à travailler en clinique privée avec, ce que les gens connaissent, les blessures, les douleurs. Mais en pédiatrie, tu sais, moi, si tu me prends et tu me mets aux soins intensifs en pédiatrie aujourd'hui, j'ai aucune idée quoi faire. Puis ce serait probablement dangereux, tu sais. Fait que c'est ça que je dis. Ma copine est physio en pédiatrie, puis on n'a pas la même job du tout. Comme c'est pas les mêmes. C'est deux mondes. On a la même profession, on est les deux physiothérapeutes, mais
c'est pas du tout la même job. Fait que c'est vraiment quelque chose de spécialisé et cette expertise-là est vraiment développée. Puis ça prend un moment aussi. C'est pour ça que souvent, quand tu commences comme physiothérapeute débutant, par exemple, à Sainte-Justine, ben, tu vas être accompagné puis tu ne seras pas laissé tout seul au début. Il y a beaucoup de formation nécessaire. Il y a beaucoup de formations. On est accompagné. Puis Sainte-Justine, c'est pas juste l'établissement. Sainte-Justine, là, c'est gros. On est plus de 100 professionnels. Ouais. Il y a des physiothérapeutes qui travaillent dans les écoles spécialisées, là, Victor Doré, Jean Piaget, Joseph Charbonneau. Il y a des physios qui travaillent à Marie-Enfant, qui est le centre de réadaptation. Puis il y a le sur place là, à Sainte-Justine. Puis on a différents champs d'expertise. Donc, ce qui est particulier avec la physiothérapie, c'est que l'enfant, il est en croissance. Donc, il faut connaître bien les différents stages de croissance, d'évolution, tant sur le plan musculo-squelettique que sur le plan neurologique, que sur le plan affectif. Puis souvent, ben, la particularité de la pédiatrie, c'est qu'il faut travailler avec les parents. Mm-hmm. Donc, il faut gagner la confiance des parents. Il faut les impliquer. Il faut qu'ils comprennent le parent, qu'est-ce qui se passe. Puis qu'ils comprennent aussi que leur rôle est très, très, très important dans le développement de leur enfant puis dans le processus. Ouais. Donc, puis souvent, si l'enfant pleure, le parent n'est pas bien, le parent est stressé. Fait qu'on a un gros rôle pour rassurer la famille. Il y a une double relation thérapeutique à établir. Oui, c'est ça. Donc, si on parle de développement moteur, on pourrait définir le développement moteur comme étant la séquence naturelle que l'enfant doit avoir pour se développer. Tu sais, finalement, en partant d'être un nouveau-né qui ne peut faire qu'autre chose qu'être sur le dos à peu près ou qui ne peut pas faire grand-chose, à, bon, éventuellement marcher, courir, sauter et faire tout ce qu'on fait comme adulte. Ouais. C'est quoi les points clés, tu sais, les marqueurs clés dans le développement moteur qu'on dirait normal? Tu sais, apprends tant de mois, qu'est-ce qu'on devrait être capable de faire? Puis, mettons qu'on le fait jusqu'à la marche pour l'enfant, ça ressemble à quoi? Bon. Au départ, le petit bébé, bon, il vient de sortir du ventre de la maman, donc il est tout serré. Il a été serré pendant 9 mois, donc il est beaucoup en flexion. Il est en petite boule. Mm-hmm. Et c'est ça qui est important de préserver quand ils sont petits. Nous, on appelle ça la flexion physiologique. Donc, les premières semaines, le petit bébé, il est tout rond, tout fripé. On veut maintenir cette petite boule-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour les premières semaines. L'enfant, tranquillement, va prendre conscience de son environnement. La gravité va faire un peu plus d'effet aussi. Ouais. Puis au départ, le bébé, il y a beaucoup de petits réflexes. Donc, les réflexes primitifs qu'on connaît, là, l'agrippement des mains, l'agrippement des orteils. Il y a différents autres réflexes qu'on évalue en clinique. Donc, ces petits réflexes-là doivent être présents. Puis tranquillement, ils vont s'intégrer. Donc, autour de 2 mois, c'est la période de transition. Le bébé est un peu a découvert la gravité, donc il est moins en petite flexion, il est un peu plus désorganisé, il est un petit peu plus ouvert face à la gravité. Puis ce que ça fait, c'est que les petits réflexes s'en vont aussi. Alors, c'est une période de transition de 2 mois qu'on va appeler la désorganisation motrice. Par la suite, vers 3 mois, l'enfant, commence à travailler un petit peu c'est une transition vers le 4 mois qui va être la période de symétrie. 4 mois, on veut que notre bébé soit symétrique, amène les mains vers le centre, commence à relever les genoux, certains vont toucher à leurs pieds, ils commencent à avoir un bon contrôle de tête. Donc, 2 mois, on est désorganisé, asymétrique. 4 mois, on est beaucoup plus centré, beaucoup plus symétrique. Puis, on va évoluer tranquillement vers le 6 mois où est-ce qu'on commence à s'asseoir. Entre 4 et 6, les roulades vont apparaître. Mm-hmm. En fait, le point clé, il faut que l'enfant aime la position ventrale. Ouais, c'est donc, ça. Le ventre, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. En clinique, on voit plein de parents qui nous arrivent en disant « Oh, il a 1 an, il a 1 mois, 2 mois, il se tient debout, il est bon debout. » C'est la pire position à travailler quand ils sont tout petits, c'est le debout. Ça apporte rien. Les étapes, dans le fond, ce que j'explique souvent aux parents en clinique, c'est que avec votre enfant, on bâtit une maison. Fait que quand on met le toit, qui est l'équivalent d'être debout, ben, c'est un peu la dernière étape. Avant de mettre le toit, il faut bâtir la fondation. Puis la fondation, ben, c'est d'être sur le ventre, c'est d'apprendre à bien bouger, d'avoir de l'équilibre, d'avoir des réactions de redressement, de travailler de façon asymétrique parce qu'on veut que notre maison soit solide autant en avant qu'en arrière que sur les côtés. Donc, avant de mettre le toit, ben, il faut bien travailler en symétrie. Fait que nous, on les accompagne là-dedans. Donc, 0, 2 mois, la symétrie. 4 mois, on est plus ensemble centrés. 6 mois, on commence à avoir on a un bon contrôle de tête à 6 mois.
Donc, ça veut dire qu'ils sont capables d'être assis, par exemple, et tenir leur tête. On commence. Ça commence à être pas pire. 7 mois, on commence à tenir notre tête, à être assis. Puis à partir de 7 mois, on va commencer à se développer, à se déplacer un petit peu. Donc, les bébés qui vont avoir été beaucoup sur le ventre vont avoir le goût de ramper, vont souvent commencer à ramper, des fois se mettre à 4 pattes, se balancer. Puis, tranquillement, ça va évoluer vers marcher à 4 pattes. On veut absolument que l'enfant rampe et marche à 4 pattes. Le marcher à 4 pattes, c'est vraiment l'étape clé la plus importante dans le développement parce que ça fait travailler les abdominaux, ça fait travailler les fessiers, ça vient chercher de l'équilibre, ça vient chercher les bras, l'appui sur les bras. Le renforcement des épaules. Donc, plus l'enfant aime le ventre quand il est bébé, plus les étapes suivantes vont bien se faire puis vont se faire dans le bon ordre. Juste, par exemple, quand on marche, si on tombe, on s'enfarge, on a besoin de nos bras pour se protéger. Un enfant qui n'est pas allé sur le ventre, la réaction de protection, elle est lente, elle n'est pas efficace. Donc, souvent, l'enfant va se cogner le nez, va se blesser parce qu'il n'a pas été assez rapide pour mettre ses bras. Puis ça, c'est des choses qui n'ont pas été développées quand il était petit. Juste au niveau de la main, c'est important d'écrire, c'est important de bien sentir, mais le développement de la main se fait beaucoup quand l'enfant joue par terre. Donc, je vais jouer, je vais mettre de l'appui sur le côté de ma main, sur le côté de mon petit doigt, sur le côté du pouce. Donc là, la main va se développer. Fait qu'après ça, ça permet à l'enfant d'être beaucoup plus précis dans ses mouvements, d'avoir plus habile, d'avoir un meilleur contrôle. Puis ça va le suivre jusqu'à l'école plus tard. Même au niveau de la posture, un enfant qui est allé sur le ventre a travaillé les muscles pour se redresser, pour lever la tête. Donc, sa posture, elle est beaucoup plus belle. Quand il est assis, il va être beaucoup moins affaissé, il va être plus redressé. Le renforcement des épaules. Quand je suis sur le ventre, j'ai marché à 4 pattes, mes épaules sont plus fortes. Alors, ça va m'aider pour tenir longtemps un crayon, pour bricoler, dessiner, puis avoir des habiletés en motricité fine qui vont se développer plus tard. Donc, ça va jusque-là, l'importance d'avoir passé toutes les étapes. Oui, même au niveau de la vision. Quand je suis sur le ventre, on découvre. Puis quand je marche à 4 pattes, mes yeux font un balayage, mes yeux se promènent de gauche à droite. Donc, éventuellement, quand je vais lire, mes yeux vont se promener. Fait que c'est des choses que les enfants ont besoin d'acquérir. Maintenant, malheureusement, à cause de la campagne dodo sur le dos, on va en reparler un petit peu plus tard, mais puis ça, c'est très, très, très important. Là. Les enfants doivent être placés sur le dos pour dormir, sauf que les enfants sont beaucoup sur le dos également dans la journée, en période d'éveil. Puis c'est correct qu'ils observent, ils voient, mais pour travailler les muscles, pour travailler la posture, pour travailler le développement, il faut être sur le ventre. Fait que ça, c'est très, très, très important. Puis, à partir de quel moment on veut commencer à habituer l'enfant à tolérer la position sur le ventre? Dès le départ. Dès le départ, hein? Oui. Le bébé, il est tout petit. Puis le ventre, là, c'est pas nécessairement le mettre sur le plancher. Non, c'est ça. Il peut être sur le ventre sur son parent, il peut être sur le ventre sur son matelas de jeu, il peut être sur le ventre. Puis l'objectif, c'est... Moi, je parle souvent de la technique du brocoli avec mes parents. Quand tu n'aimes pas le brocoli, le but, c'est pas de manger le bouquet, c'est d'y aller une petite bouchée à la fois. Donc, l'objectif, c'est pas de laisser pleurer l'enfant sur le ventre. On veut qu'il aime ça, on veut qu'il soit confortable. Donc, on y va avec des petites périodes. Ça peut être sur le parent, ça peut être sur la table avec un petit rouleau sous les aisselles, ça peut être directement sur un tapis confortable, mais l'objectif, c'est un petit peu à la fois pour que l'enfant s'habitue. Puis il n'est pas obligé d'être au garde-à-vous tout le temps. Là. Il peut juste être tranquille, observer, prendre le temps de sucer son pouce ou juste prendre le temps d'être confortable dans la position. Puis tranquillement, toutes ces petites minutes-là, c'est l'effet cumulé qu'à un moment donné, à 2 mois, je tiens ma tête, je commence à relever ma tête, à 3 mois un peu plus, à 4 mois, j'ai un bon regard, je suis capable d'observer mon environnement. Puis là, je commence à avoir le goût de me déplacer, de rouler. Donc, un enfant qu'on ne met jamais sur le ventre, quand on arrive à 6, 7, 8 mois, il n'est pas habitué, il n'y a pas de plaisir. Oui, puis il n'a peut-être pas développé toute la musculature et certaines habiletés requises pour les autres étapes plus tardives du développement quand tu te mets à ramper, quand tu te mets à rouler, à marcher à 4 pattes. Souvent, ce qu'on va avoir, c'est qu'un enfant qui n'est pas allé beaucoup sur le ventre, puis qui est beaucoup sur le dos, mais qui est très curieux, à un moment donné, va quand même découvrir la position assise. Donc, entre 6 et 9 mois, va découvrir la position assise. Puis, ce qu'on voit beaucoup actuellement, c'est des enfants qui se déplacent sur les fesses. Oui. Donc, ils marchent en utilisant leurs pieds là, pour se déplacer, pour glisser sur les fesses. Donc, on a des enfants qui glissent sur les fesses. On a des enfants qui le font de façon centrée, d'autres un peu sur le côté. Mais c'est pas une bonne étape du développement. Je dis souvent aux parents, là, il vient de prendre le chemin de campagne. C'est sûr qu'il va marcher, mais on vient de se rallonger.
allongé un petit peu. Puis, on ne développe pas pendant ce temps-là notre posture, nos réflexes de protection, nos réactions posturales. Donc, c'est sûr qu'on le met un peu on lui met des embûches, là. Donc, c'est plus facile si l'enfant a fait ses étapes. Puis là, un enfant qui se déplace sur les fesses n'a pas besoin de marcher. Ouais. Il peut transporter donc, ses il ne verra jouets. pas l'intérêt de faire les autres donc étapes. Souvent, ils vont marcher un petit peu plus tard. C'est sûr que ça se rattrape. C'est notre rôle de physiothérapeute. On va donner des trucs aux parents, on va les aider, on va inciter l'enfant à aller sur le ventre. Mais on se donne un peu plus de travail que quand on l'a fait à la base en partant, là. Pour le temps passé sur le ventre, penses-tu qu'un des freins à ce que les parents soient constants à essayer d'intégrer cette position-là ou de désensibiliser leurs enfants à être capables de le tolérer, c'est-tu le fait qu'au début, l'enfant est tellement pas content d'être sur le ventre qu'il va pleurer, il va être inconfortable, puis on va être hésitant à vouloir le remettre? C'est quoi les freins que toi, tu vois comme clinicienne? Il y en a quelques-uns des freins. En fait, la campagne dodo sur le dos, ça fait peur aux parents, puis c'est correct. Pour dormir, sieste, la nuit, l'enfant doit être sur le dos. Ça, c'est non négociable. Quand il est réveillé, on doit le mettre sur le ventre. Il y a des parents qui craignent un peu là, si l'enfant est sur le ventre, s'il s'endort. Mais souvent, quand il est sur le ventre, on le supervise. C'est ça, c'est que c'est des moments précis où on détermine. C'est un moment précis. Le marketing, les gens ont beaucoup de... Je dis marketing, là, mais on rentre dans un magasin, il y a beaucoup, j'appelle ça des containers. Donc, une balançoire, une chaise vibrante, des appareils de positionnement qui ne sont pas nécessairement nécessaires pour l'enfant, mais qui sont beaux, qui coûtent cher, qui sont attrayants. Donc, les parents, le guide du meilleur parent, tu as l'impression que tu as besoin de tous ces équipements-là, puis dans les faits, tu n'as pas tant besoin de rien. L'enfant, ce qu'il a besoin, c'est des bras, une bonne poussette quand on veut jouer dehors, puis c'est à peu près tout, là. Oui, les chaises de positionnement, c'est pratique, mais il faut y aller vraiment, vraiment avec modération. Et donc, tous ces gadgets-là, c'est que ça favorise l'enfant à être dans une position sur le dos? Ça favorise l'enfant. Il va jouer sur le dos, il va jouer sur le dos, il va être longtemps, des longues périodes sur le dos, des fois incliné à différents degrés. Donc, l'enfant nous voit, on voit l'enfant, on est un peu rassuré. Mais pendant ce temps-là, l'enfant développe peu d'habileté. Donc, oui, il va regarder, il va jouer avec ses mains, mais encore, il ne va pas apprendre à forcer ou à travailler. Il est plus dans un rôle passif. Puis, souvent, ça a des grosses implications pour la forme de sa tête éventuellement. Oui, ça, on va en reparler. Et donc, est-ce qu'on pourrait résumer ça à dire, comme toute bonne chose dans la vie, même pour un adulte, pour un bébé, c'est important de varier les positions dans lesquelles il est? Oui, on ne veut pas qu'il soit juste tout le temps dans la même position. Il faut varier les positions. Il faut varier les positions. Il faut aller sur le dos, il faut aller sur le ventre, il faut aller sur le côté. Il faut être exposé à différentes stimulations, mais il faut vraiment varier. Je pense que c'est la clé. Puis c'est ce qui va faire la différence entre un bébé qui se développe bien sur le plan moteur ou un bébé qui prend plus de temps. Certains bébés ont des particularités. Par exemple, un bébé qui a un tonus plus mou. Le tonus chez le bébé, il y a des enfants qui sont très raides, puis il y a des enfants qui sont plus flexibles. Un bébé qui est un peu plus flexible dans son tonus, si on le met sur le dos, il va être écrasé par la gravité. Fait que c'est plus difficile encore de bouger. Donc, un bébé qui est un petit peu plus flexible, un petit peu plus mou, que c'est plus long d'acquérir le contrôle de tête, ce bébé-là, je veux le travailler beaucoup sur le ventre, même s'il n'aime pas ça. Oui. Puis, à ce moment-là, tu as parlé de la campagne dodo sur le dos. Je voulais en parler plus tard, mais tant qu'à en parler, parce qu'il y a un lien avec peut-être la crainte du temps sur le ventre, d'où vient cette campagne de dos sur le dos? D'où vient le besoin? Puis qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ça fait plusieurs années. C'est sorti d'abord... dans les années 80, fin des années 80, il y avait plusieurs enfants qui étaient retrouvés sans vie là, dans leur lit par les parents. Au Québec, j'ai pas les statistiques récentes, là, mais c'est à peu près une 40aine de bébés par année, donc c'était quand même beaucoup. Puis c'est à peu près comme ça dans tous les pays là, industrialisés. Il y a un pédiatre qui a pris sa retraite à Sainte-Justine qui m'avait déjà expliqué, il dit... À l'époque, les enfants d'origine asiatique ou d'origine chinoise étaient couchés sur le dos. Puis, ils avaient beaucoup moins d'enfants qui... c'est une observation qu'il avait faite. C'était une observation. Je ne sais pas si c'est lui qui l'avait fait ou OK, ça avait été étudié, oui. Ce qu'il m'expliquait, c'est que, les gens d'origine asiatique dormaient à l'époque sur le dos, puis il y avait beaucoup moins d'enfants qui mouraient de mort subite du nouveau-né. Donc, il y a eu plusieurs comités, plusieurs études, puis
la recommandation qui a été apportée, c'est que pour éviter la mort subite du nouveau-né, la meilleure façon de faire dormir l'enfant, c'était sur le dos. Donc, sur le dos, pas de coussin, pas de rien du tout. Donc, l'idéal, c'est sur le dos, pas de couverture, pas de bumper bed là, autour du lit, pas de petit oreiller juste sur le dos, flat, sur le matelas. C'est ce qui faisait diminuer beaucoup les statistiques. Puis au Québec, ça a été vraiment très important. Oui, il y a eu une grosse amélioration du nombre de décès. Selon les statistiques aux États-Unis, ça a coupé de moitié là, les décès. Donc, c'est devenu, à partir de 92, là, la norme à appliquer. Donc, maintenant, tous les professionnels de la santé, on se doit d'expliquer aux parents et de promouvoir cette campagne-là, là, qui est la campagne Dodo sur le dos, ou en anglais, c'est le Back to Sleep campaign. Fait que back pour dormir sur le dos. Et voilà. Donc, ça a été une grosse... Fait que les bébés sont passés de « je dors sur le ventre » à « je dors sur le côté » et à partir de 92-94, là, à « je dors sur le dos toujours ». OK. Et donc, si on revient au développement, on arrive un peu plus tard, là, vers le 12 mois. Tu sais, à partir de quel endroit environ on s'attend à ce qu'un enfant marche? Puis je sais que c'est moins précis que ce qu'on pensait, dans le sens qu'il y a comme un intervalle de mois dans lequel c'est normal de commencer à marcher. La normalité, c'est de marcher entre 12 et 15 mois. Okay. Bon, mettons, entre 10 et 15 mois, c'est pas mal dans la normale. Autour de 15 mois, on va parler d'un marcheur tardif. On s'inquiète pas tant jusqu'à 18 mois si les étapes du développement sont bien respectées. Donc, un enfant qui marche à quatre pattes, qui se lève, qui fait des belles transitions, qui a un bon équilibre, s'il marche un peu plus tardivement, on est un peu moins inquiet. Si à partir de 18 mois, l'enfant ne marche pas, bien là, on va observer là, que oui, il y a peut-être un petit retard, puis à ce moment-là, le pédiatre peut faire un examen médical un peu plus complet, puis au besoin, demander les tests appropriés. Par contre, si on voit que l'enfant n'aime pas être sur le ventre, ne se déplace pas. Autour de 9 mois, ça vaut la peine de consulter en physiothérapie pour l'aider. On n'attend pas que le retard soit très important. Le plus tôt est le mieux. Un enfant qui ne tient pas assis à 9 mois, on s'inquiète. Fait que ça, c'est un point clé dans le développement. Oui, on parlait de point clé tantôt, on a sauté à d'autres choses. Mais oui, un point clé dans le développement, si à 9 mois, votre enfant ne tient pas assis, c'est à surveiller ou on en parle avec son médecin. On peut consulter directement en physiothérapie aussi. Là, on a l'accès direct, on n'est pas obligé d'avoir une prescription. Donc, ça vaut la peine. Si l'enfant, autour de 12 mois, ne se lève pas debout, n'a pas d'intérêt pour la position debout, ou quand on essaie de le mettre debout, il ne fait pas de tentative, ça vaut la peine d'aller chercher des outils là, pour l'aider. Des fois, une séance en physiothérapie pour aider un enfant, ça peut être 1 fois, 2 fois. On donne les bons trucs aux parents, on travaille avec l'enfant, on lui montre comment faire, puis des fois, ça évolue. C'est ça, c'est que quand tu parles de la voie de service, là, on peut rapidement revenir sur l'autoroute. Ça peut être juste un petit détour. Il suffit de juste mettre les bonnes choses en place. Les bonnes choses en place. Des fois, on revient rapidement. Des fois, on fait un plus grand détour. On en a de toutes les sortes. Mais oui, souvent, ce qu'on va faire en physio, c'est qu'on va aller chercher les points clés. On va faire travailler ou on va aider l'enfant à activer certains muscles qui sont nécessaires pour compléter ou pour poursuivre son développement. Puis, des fois, ça peut être, je dis magique, mais presque un enfant qui avait de la difficulté à rouler, à tourner. Si à 6 mois, il ne roule pas, c'est un point clé aussi, là, c'est important. Donc, on va le faire pratiquer, on va lui montrer comment faire, on va regarder pourquoi il ne roule pas. Souvent, quand les petits bébés se développent au départ sur le ventre, ils ont les coudes derrière les épaules. Puis là, quand ça évolue, autour de 4 mois, c'est plus aligné avec l'épaule. 5-6 mois, c'est plus devant. Il faut que le bras soit devant pour rouler, parce que si mon bras est derrière... Fait que c'est tous des petits trucs en physio qu'on va observer, on va évaluer, puis ensuite, on va faire travailler l'enfant, puis on va pouvoir accompagner les parents pour leur donner des exercices ou des conseils, là. Tu disais, des fois, les parents, ils sont comme tous fiers que leur enfant, il marche à 6 mois ou il tient debout et tout ça. Ou, mon enfant, il n'a pas eu besoin de rouler, il n'a pas eu besoin de marcher à 4 pattes, il est allé direct debout. Tu as parlé de l'importance de respecter toutes ces étapes-là. Je ne sais pas si toi, c'est fréquent que les gens ils disent des choses comme ça en clinique. Oui, on en voit beaucoup. Puis, en fait, le parent... C'est comme une fierté là, que l'enfant aille debout. C'est comme un petit mythe que l'enfant, c'est bon qu'il se développe plus tôt que nécessaire. Mais en fait, debout, c'est un peu... pour un petit bébé, on peut le mettre debout un peu, mais c'est pas nécessaire. Souvent, un enfant qui va aller trop debout, qui va aller dans les sauteuses, dans les jolly jumpers,
En fait, en passant, là, le Jolly Jumper et la sauteuse, là, c'est vraiment pas nécessaire. Je parlais tantôt des containers. Là, ça fait partie des choses. Le Noël s'en vient bientôt. Puis ça coûte 150 $ une soucoupe. Puis c'est tellement pas nécessaire. Ça, c'est les jouets dans lesquels on installe l'enfant debout, comme sur un cheval un peu. Là. Puis là, il n'est pas sur un cheval, mais il est comme dans un petit siège en tissu. Puis il est debout avec les jouets. Puis là, il peut un peu sautiller. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas idéal. C'est vraiment, vraiment pas l'idéal. En fait, ce que ça fait, c'est que l'enfant, il va sauter. Il va aller beaucoup sur la pointe des pieds. Puis là, il va associer, debout sur la pointe des pieds, debout sur la pointe des pieds. Quand il va être vraiment rendu à l'étape d'aller debout, il va toujours aller sur la pointe des pieds, ce qui est moins bon pour son équilibre, moins bon pour ses réactions, de placer son pied, aller chercher sa protection, son équilibre. L'autre chose aussi, c'est que quand on va debout beaucoup, ça masque certains petits signes neurologiques. Donc, on a des enfants qui ont des paralyses cérébrales ou qui ont des problèmes neurologiques qui vont pointer, qui vont aller beaucoup sur la pointe des pieds, puis on n'aime pas ça, voir ça. Un enfant chez qui on a stimulé le debout, va présenter certains petits signes qui ne devraient pas être présents, puis là, ça va mettre la puce à l'oreille, puis dans le fond, c'est des enfants qui ont un développement normal. Souvent, un enfant qui va debout, qui n'est pas rendu à l'étape d'être debout, va barrer beaucoup ses jambes. On appelle ça fixer. Il va se fixer, donc il va prendre la mauvaise... Il n'y a pas assez de force encore, donc il va venir se barrer. En se barrant, il se prive de plein de réactions d'équilibre, de plein de muscles qui ne travaillent pas bien. Puis c'est au lieu de nous aider, ça nous crée un retard parce que les muscles n'ont pas appris comment bien travailler, comment bien se placer, comment bien forcer. Donc, finalement, il y a peut-être beaucoup d'argent qu'on peut économiser en évitant d'acheter toutes ces bébelles-là. Absolument. Dans le fond, un petit bébé, ce que ça aime... Qu'est-ce que ça a besoin? Si on y va avec la base. La base, là, un petit bébé, ça a besoin des bras. Ça a besoin des jouets noirs et blancs. Au début, le 0-4 mois, les bébés aiment beaucoup les jouets noirs et blancs. Ça attire l'attention, c'est contrastant. Donc, pour travailler les poursuites, pour travailler pour leur donner le goût de relever la tête quand ils sont sur le ventre. Donc, une cible noire et blanche dessinée ou imprimée, ça peut être très, 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 très valable là, pour un petit bébé. Ensuite, des jouets qui sont colorés, qui se manipulent facilement. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant joue longtemps avec le même jouet. Souvent, en clinique, on va voir des enfants qui butinent. Donc, ils ont 8 jouets, puis là, ils passent d'un à l'autre. On ne veut pas ça. On veut qu'ils prennent le temps de découvrir, on veut qu'ils prennent le temps de regarder, de goûter, de jouer avec le jouet longtemps pour travailler sa concentration, pour travailler. Donc, on n'a pas besoin d'une grosse quantité de jouets. Tout ce qui est positionnement avec modération. Donc, l'enfant, la grosse soucoupe, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Souvent, on va travailler au sol avec un tapis d'éveil. Un tapis, au départ, quand il commence à rouler, là, ça peut être un tapis de salon, ça peut être un tapis de yoga. Puis rapidement, dès qu'il a 6 mois, qu'il a un contrôle de tête direct sur le plancher de la cuisine, il faut que ça glisse pour que l'enfant rapidement découvre que si je pousse avec mes mains, je recule, je tourne, je pivote. Donc, il va découvrir lui-même plus rapidement que s'il est sur une surface qui est antidérapante. On voit souvent, dans les périodes où les enfants ils commencent à tenir assis puis ils commencent à jouer beaucoup assis, il y a beaucoup d'enfants qui s'assoient en W, là, la fameuse position de... Je ne sais pas comment la décrire, mais tu sais, je pense que les gens ils savent de quoi on parle là, quand on dit assis en W, un peu les genoux à l'intérieur, les pieds à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on connaît de cette position-là? C'est-tu quelque chose qu'on veut essayer d'éviter? C'est une position qu'on va voir un petit peu. Bon, les enfants vont commencer à l'apprendre en transition. Là. Souvent, je marche à 4 pattes, puis au lieu de venir m'asseoir sur le côté, un peu comme en sirène, ce qui est la bonne façon de faire, ils vont se relever puis venir s'asseoir en W. On le voit beaucoup chez les enfants qui ont un tonus un peu plus mou. Donc, nos enfants un peu de jello, qui ont beaucoup de mobilité de hanche et qui ont un tonus du tronc qui est un peu plus flexible. Alors, ce que ça fait, c'est qu'en venant s'asseoir en W, ils se stabilisent un peu comme des pattes de grue. Là, puis ils n'ont pas besoin... Des ancrages. Des ancrages, exactement. Puis ils n'ont pas besoin de faire travailler leur muscle de posture. Donc, souvent, quand on voit un W, pour nous, c'est un petit signe, un petit drapeau rouge qu'il faut travailler les muscles au niveau de posture. En fait, si l'enfant le fait quelques minutes, quelques secondes, c'est pas dramatique. Sauf que si l'enfant prend habitude... Systématiquement, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des hanches, nos fémurs vont commencer à avoir une petite torsion. Puis on appelle ça une antéversion fémorale. Donc, notre fémur a tendance à tourner vers l'intérieur parce que le positionnement des jambes se fait en rotation interne. Puis, ça peut affecter la position de la hanche à l'articulation. Ça affecte la position de la hanche à l'articulation. Ça ne crée pas de douleur, ça ne crée pas d'inconfort. Sauf que quand on va regarder l'enfant marcher, chez certains enfants, les enfants vont marcher avec les pieds vers l'intérieur.
on en voit beaucoup à cet ainsi de l'année, là, quand ils mettent les bottes qui sont un petit peu plus grandes là-haut, on voit les pieds qui marchent vers l'intérieur. Donc, régulièrement, ça vient d'une position où les enfants sont en W. On ne va pas tant le voir chez les petits bébés là, vers 1 an et demi qui commencent à marcher. Certains, oui, mais ça, c'est des positions qu'on va voir beaucoup chez les 2, 3, 4 ans. Ah ouais, OK, c'est plus tard. Oui, parce que des fois, le W, ils vont continuer de le faire à 2 ans, ils vont continuer de le faire à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Puis là, plus on le fait, plus c'est difficile à corriger, plus il y a de la rotation interne, plus mon fémur tend à s'en aller en antéversion fémorale. Là. Puis est-ce que les parents devraient, tu sais, quand ils voient une tendance ou une prédisposition de l'enfant à s'asseoir comme ça, on devrait les changer de position? On les change de position. Moi, j'ai la règle du 10 secondes. Là. Fait que si l'enfant joue, se place, repart, des fois, on leur laisse quelques secondes pour s'ajuster. Sauf que si l'enfant s'installe à un jeu, je fais un Lego, je fais un casse-tête, je joue avec des voitures, puis je suis en W, c'est sûr qu'on ne tolère pas cette position-là. Donc, les alternatives, ça peut être de mettre les jouets en hauteur. Donc, de mettre les jouets sur une petite table pour les enfants plus vieux, une petite table où est-ce qu'ils vont jouer debout. Ça peut être aussi de jouer assis avec les pieds bien placés au sol avec une petite table de jeu. Ça peut être de les faire bricoler, dessiner dans la chaise haute. Mais la position W, on essaie de l'éviter le plus souvent possible. Ouais. On a comme effleuré quelques-uns des petits flags clés à identifier qui seraient caractéristiques d'un développement anormal. Tu as parlé je pense, le 9 mois qu'on ne tient pas assis, ça, c'en était un. Si on y va là, dans l'ordre là, du plus jeune vers jusqu'à peut-être 18 mois ou 2 ans, c'est quoi les marqueurs clés là, si on y va en ordre systématique? Oui, petit bébé, ce qu'il faut regarder, là, le bébé, il ne devrait pas avoir une préférence. Okay. Donc, si le bébé tourne toujours la tête du même côté, ça, c'est un drapeau rouge. Ça peut être créé par plein de problèmes, mais ça, c'est un drapeau rouge. Donc, on veut s'assurer que le petit bébé, il va mettre la tête à droite, il va mettre la tête à gauche, il va faire un peu des deux. Il va rarement garder le centre, mais il va avoir une... On ne veut pas qu'il y ait de préférence. Il est à droite, il est à gauche à peu près 50% du temps. Parfait. Si un bébé, autour de 2-3 mois, a de la difficulté à lever sa tête sur le ventre, puis là, on le travaille. Il n'a pas commencé à travailler les mouvements contre gravité. Il n'a pas commencé à travailler. Ça, c'est un petit drapeau rouge. Si à 4 mois, il ne lève pas sa tête sur le ventre, c'est un gros drapeau rouge. Là. Okay. Ça nous inquiète. Si on voit que le contrôle de tête n'est pas très bon à 4 mois, ça nous inquiète aussi. Si le bébé, on voit qu'il n'a pas le goût de jouer, qu'il n'a pas de contact, qu'il n'a pas la petite étincelle qui fait qu'il a le goût de suivre ses parents, qu'il a le goût de communiquer avec ses parents, qu'il a le goût de... Interagir avec l'environnement, être curieux, découvrir. Voilà. Si les jouets ne l'intéressent pas vraiment, ça, c'est un petit drapeau rouge aussi là, qui vaut la peine d'être adressé. Si on voit que l'enfant, rendu à 6-9 mois, n'a pas le goût de se déplacer, ça, on n'aime pas ça. Fait qu'il n'a pas le goût de rouler, il n'a pas le goût de se mettre à 4 pattes, il n'a pas le goût de... Je dis 6-9 mois, le rouler, c'est plus 6 mois. 4 pattes, ramper, 9 mois. 12 mois, si l'enfant n'a pas le goût de se mettre debout, c'est un petit drapeau rouge. Tu avais parlé aussi de tenir assis à 9 mois. Tenir assis, on s'inquiète vraiment si un enfant ne tient pas assis à 9 mois. Là, mais si on voit qu'on approche du 9 mois puis rien n'y fait, là, on s'inquiète aussi. Au niveau de la marche, les marqueurs là, jusqu'à 18 mois, si l'enfant se déplace de façon asymétrique, donc s'il se déplace sur les fesses, c'est un drapeau rouge. S'il se déplace en 3 pattes, par exemple, au lieu de faire un beau 4 pattes, je vais toujours utiliser la même jambe. Ça vaut la peine de vérifier aussi pourquoi. Est-ce que les hanches sont correctes? Est-ce que le tonus est correct? Pourquoi il y a cette asymétrie-là? On ne devrait pas le voir. Donc, un enfant qui rampe, qui va utiliser toujours le même côté pour ramper, c'est un petit drapeau rouge aussi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est symétrie, symétrie, symétrie. Le Naître et grandir offre des belles vignettes là, sur le développement moteur. Donc, Naître et grandir, je pense qu'avant, c'était un petit livre. Là, maintenant, c'est plus en ligne. OK, donc, sur Internet. Sur Internet. Donc, on peut avoir des informations sur le développement puis suivre les étapes là, chaque mois, qu'est-ce que l'enfant devrait faire.
J'interromps le podcast 2 petites secondes pour te parler d'une formation de bioéducation qui pourrait t'intéresser si tu prends en charge des patients qui sont atteints de douleurs chroniques. C'est la certification en approche globale en gestion de la douleur. C'est un cours qui est 100% en ligne avec visionnement autonome que tu peux faire à ton rythme. Il y a 3 niveaux, donc niveau 1, 2, 3, avec un examen final pour obtenir la certification. Et les gens du podcast, la communauté du podcast sont les seuls à pouvoir profiter d'un code rabais sur cette formation-là. Donc, c'est le code Goujon15, comme d'habitude, pour 15% de rabais. Et comme d'habitude, tous les détails seront dans la description de l'épisode du podcast. Puis, en physiothérapie, bon, tout ça, c'est comme des points clés qui pourraient nous dire, bon, peut-être que je devrais consulter ou au moins, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. C'est quoi les lignes d'accès? Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme réflexe comme parent? Tu as parlé du médecin de famille, du pédiatre, du physio. Comment choisir ou comment commencer? Bon, c'est sûr que le pédiatre ou le médecin de famille est une bonne référence de départ. Là, présentement, les parents ont beaucoup de difficultés à trouver un médecin de famille. Ouais. Là, c'est un gros enjeu. On a beaucoup d'enfants qu'on voit à la clinique qui n'ont pas de médecin. Mais en physiothérapie, il y a l'accès direct. Donc, si l'enfant... Tu peux y aller directement, tu n'as pas besoin de référence de médecin. Puis justement, ça vaut la peine de ne pas nécessairement attendre. Puis ce qu'on a comme message en clinique, c'est que les parents disent, bien, on a une assurance. Mm-hmm. Donc, pour aller se faire assurer, pour aller faire une évaluation, je pense que ça vaut la peine. Mais ça vaut la peine d'aller voir un physiothérapeute qui est vraiment spécialisé. C'est ça, exactement. Il faut préciser, il faut appeler pour demander si dans cette clinique-là, il y a un physio qui a une expertise en pédiatrie. Oui, puis une expertise en pédiatrie, c'est pas nécessairement avoir fait son cours. Faut avoir cette clientèle-là. Il faut avoir cette clientèle-là, il faut en avoir vu. Venez pas me voir, par exemple, pour ça. La même chose, nous, en pédiatrie, si quelqu'un vient me voir pour un problème de dos... c'est ça, exact, c'est pas ton expertise. Non, je ne suis pas utile. Mais en pédiatrie, ça vaut la peine d'aller voir. Sur le site de l'Ordre des physiothérapeutes, vous allez voir aussi si les gens ont une expertise en pédiatrie, donc ça peut vous aider aussi à trouver la bonne personne. Puis, on y va avec une évaluation de base. Donc, le physiothérapeute, la première rencontre, va évaluer comment l'enfant bouge, qu'est-ce qu'il fait sur le ventre, qu'est-ce qu'il fait sur le dos, assis, debout. On a un outil d'évaluation standardisé là, qui s'appelle le AIMS. C'est des petites images, puis on regarde, là, il y a une façon d'évaluer, mais on sait comment se développe l'enfant. Est-ce que l'enfant, selon ce test-là, a un développement qui est au 5e percentile, sous le 5e percentile, qui est dans la norme, dans notre autoroute, là, entre 5 et 90e percentile. Donc, avec ce test-là, on va savoir... Bon, est-ce que mon enfant a un problème ou pas? Est-ce qu'il a un retard ou pas? Puis, à partir du moment où on a le retard ou pas, bien, on peut intervenir. Fait que le physio va travailler avec l'enfant, puis va montrer aux parents les points clés de quoi faire. Puis, un des points sur lequel j'insiste souvent quand on parle d'accès direct en physiothérapie, que ce soit pour les adultes ou les enfants, parce que des fois, un des arguments qui peut... amener réticence à consulter, c'est « Ah, mais s'il y a quelque chose de grave, j'ai peur qu'il manque. » Mais ce qui est important, c'est que les physios sont formés pour dépister tout ce qui est, on appelle ça les drapeaux rouges en physiothérapie. Donc, par exemple, si l'enfant, finalement, c'est une maladie neurologique ou il semble avoir vraiment quelque chose au niveau médical qui ne marche pas, le physio est formé pour identifier ça, puis il va référer. Bien, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on constate s'il y a un retard ou pas. On constate avec notre examen, est-ce qu'on a un problème de tonus, est-ce qu'on a un problème de réflexe, est-ce qu'on a une belle mobilité, est-ce qu'au niveau des hanches, les tests qu'on fait, il y a une restriction. Puis, dépendant de ce qu'on va trouver, bien, on communique avec le médecin. C'est ça, exact. Donc, moi, suivant à peu près chaque première consultation, j'envoie une note au médecin. Puis là, ben, si tout va bien, tant mieux. S'il y a des choses à travailler ou on sollicite l'aide du médecin pour aller chercher ou aller approfondir, ben, à ce moment-là, c'est eux qui continuent. Mais je pense que c'est un bel outil de dépistage. C'est un bel outil on est bon, on est bien formé, on connaît la clientèle, on a des bons outils pour aider ces enfants-là. Puis si le problème persiste, en fait, en clinique, souvent, c'est parfait. Les parents peuvent nous consulter, mais on peut les orienter vers le réseau aussi. Donc, si jamais, moi, c'est pas rare, je vais voir l'enfant 2-3 fois. Puis là, ce retard-là, là, il est un petit peu plus important ou plus significatif. On a commencé à travailler, puis là, oups, on voit que le retard progresse pas de façon attendue, ben on va aller dans le réseau public via Sainte-Justine, via le programme Agirto. Agirto, dans les différents CLSC là, qui offrent des programmes pour les 0-5 ans. Donc, oui, on va suggérer aux médecins de référer ou aux parents de faire certaines démarches. Puis les enfants qui ont vraiment une grosse problématique, ben là, vont être dirigés vers les centres de réadaptation. Et souvent aussi, même si finalement le physio doit référer au médecin, au pédiatre ou dans quelque chose de plus spécialisé,
il va probablement être capable quand même de donner des recommandations Absolument. en attendant. Donc, faites ça en attendant pour Oui. freiner un peu les problématiques ou pour maximiser le développement de quelque chose qui n'est pas développé. Par exemple, des fois, on a des enfants qui ont des gros retards moteurs. Mais s'ils ne marchent pas à 24 mois, ben c'est pas arrivé à 24 mois. C'est Alors, ça, quand exactement. on le travaille dès le départ, Ouais. on va l'accompagner. Il va faire ses étapes plus lentement, mais il va faire les bonnes étapes. C'est plus difficile de défaire une mauvaise habitude que de lui montrer, de lui enseigner la bonne façon de faire en partant. Et quand on intervient après ça pour... on a une problématique de retard moteur qui est identifiée par le physio, par exemple, puis on veut intervenir là-dessus, c'est quoi les outils d'intervention? Quel genre de recommandations on donne? Quel genre d'exercice? Comment on fait pour rattraper un retard moteur? Puis j'imagine que ça dépend selon la sévérité, là, mais c'est quoi les lignes directrices de ce qu'on fait en physio? Bien, en fait, c'est très varié selon ce qu'on observe avec l'enfant. Par exemple, un enfant qui n'aime pas aller sur le ventre. On va voir ça. La technique, c'est pas de le mettre sur le ventre puis de le laisser pleurer. Ça, le parent, il l'a déjà essayé. Ouais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut le mettre, par exemple, sur le ventre, mais bien le positionner. Montrer aux parents comment le placer. On peut le travailler sur un ballon. On peut le travailler sur les cuisses des parents. On peut le travailler à différentes façons, différentes hauteurs avec des jouets spéciaux. On va venir beaucoup toucher. On va venir beaucoup faciliter le mouvement. Donc, on va accompagner l'enfant dans son mouvement. Fait que si le bébé ne lève pas la tête ou m'aide à peu près à 10, 15, 20 %, bien moi, je vais accompagner ce moment-là, ce mouvement-là. Fait que l'enfant va savoir comment faire, puis après ça, va avoir le goût d'en faire un peu plus. Un enfant qui ne rampe pas, bien, on va lui montrer comment ramper, comment se placer, comment se positionner, où pousser, où mettre son poids. Donc, on va l'accompagner. C'est beaucoup du travail manuel. Ouais. Donc c'est beaucoup d'enseignement aux parents pour que le parent puisse le faire avec son enfant. Oui, puis nous, on le fait. On le travaille, puis on va montrer les points clés aux parents, puis le parent va pouvoir poursuivre. Un enfant qui, souvent, moi, les enfants qui n'aiment pas aller sur le ventre du tout, mais qui sont rendus à 7, 8, 9 mois, ben, s'ils n'ont pas de plaisir, à ce moment-là, je vais les travailler beaucoup à genoux. Fait que j'ai un petit banc, on place la position à genoux, on vient mettre les mains sur le petit banc, puis là, oups, c'est un peu comme une nouvelle position qu'ils découvrent. Puis là, ben, des fois, c'est le déclic que ça... Puis on va les accompagner dans les transitions parce qu'on dit le ventre, mais il faut être capable de... Tu sais, les étapes clés de transition, c'est la roulade vers 4-6 mois. C'est se mettre assis. Donc, on va montrer aux enfants c'est quoi la bonne séquence pour s'asseoir. Ensuite, c'est de passer de assis à 4 pattes ou de assis à genoux. Puis ensuite, à genoux à debout. Donc, on les accompagne dans ces séquences-là. Un enfant qui n'aime pas beaucoup aller sur le ventre, des fois, on va le travailler dans l'escalier. Ah ouais, hein? Oui. Puis si sur le ventre, il n'a pas développé ses réactions de protection, bien, on va les travailler. On va montrer aux parents comment stimuler la réaction du parachute là, pour que quand il tombe vers l'avant, il mette ses mains puis qu'il ne se cogne pas le nez. Donc, c'est tous des exercices, des petits trucs qu'on fait avec les enfants. Puis le but, c'est pas que le parent devienne un thérapeute. Là. Non. Le but, c'est de donner les points clés, puis on se revoit. Souvent, en pédiatrie, on ne voit pas les enfants si souvent. Là. En adulte, on a une blessure, on peut aller 2-3 fois par semaine chez le physio. En pédiatrie, ça ne se fait pas comme ça. Il y a plus un suivi pour voir comment ça s'intègre. On va voir l'évolution, voir comment ça s'intègre. Souvent, on va les voir aux 2-3 semaines, des fois aux 4 semaines. Ouais. Puis parce que dans le fond, le nerf de la guerre, c'est la régularité à chaque jour dans l'application des conseils. C'est l'effet cumulé. Donc, le suivi en clinique avec le physio aux 3 semaines, même si pendant une demi-heure, 1 heure, on travaille, c'est pas ça qui va faire toute la différence. Après ça, c'est le travail qu'on intègre à la maison. Et voilà. Puis le parent, souvent, on est chanceux au Québec, les mamans sont en congé de maternité, donc ils ont ce temps-là pour passer du temps avec leurs enfants. Puis les parents nous disent « je suis tellement contente ». Puis ils vont mettre en place plein de choses dans leur quotidien. Puis l'objectif, c'est pas de faire 1 heure ou une demi-heure d'exercice à la maison, c'est de l'intégrer dans le quotidien. C'est ça, exact. Fait que chaque opportunité fait que l'enfant, ben, ça devient normal de jouer sur le ventre, ça devient normal de rouler, ça devient normal de, quand je me fais prendre, ben, j'ai un petit effort à faire pour venir m'asseoir. Ouais. Donc, une des autres problématiques qui est fréquente, on avait abordé rapidement le torticolis congénital. En fait, non, c'est la plagiocéphalie. On va en parler juste après. Donc, le torticolis congénital, c'est quelque chose de quand même fréquent. C'est pas quelque chose de grave en tant que tel. Il y a des interventions sur lesquelles il y a des interventions qu'on peut faire pour ça. Qu'est-ce que c'est le torticolis congénital? Puis comment on dépiste ça? C'est quoi des
des indices qui nous disent « peut-être que notre enfant développe ça ». Puis après ça, on fait quoi avec ça? Oui. Le torticolis, c'est vraiment différent de chez l'adulte. Oui, c'est ça. Oui, c'est très, très différent. Un torticolis chez un bébé, la première chose, ça fait pas mal. Donc, on peut rassurer les parents, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'inconfort. Nous, comme adultes, on a un torticolis, on a mal au cou, on est un peu raide dans nos mouvements, on a le cou barré. Ouais. Ça dure 3-4 jours, puis après ça va mieux. Chez un enfant, c'est complètement différent. Ce que ça veut dire, c'est la tête est croche. Donc, j'ai 2 options, soit que la tête est penchée d'un côté ou soit que la tête est tournée d'un côté. Puis des fois, j'ai une combinaison, penchée d'un côté, tournée de l'autre. Ce qui se passe avec le torticolis congénital, la façon, le plus fréquent, là, c'est que j'ai un muscle dans le cou, un muscle qui a un nom très long, là, sterno-clédo-occipito-mastoïdien. Donc, ce muscle-là, le scum, les intimes. J'ai un muscle qui travaille un peu plus fort d'un côté que de l'autre ou j'ai un muscle qui est un peu plus raide d'un côté que l'autre. Puis ce que ça fait, c'est que l'enfant ne va pas maintenir le milieu. Donc, va toujours regarder du même côté, va toujours tourner la tête du même côté. Bon, c'est pas grave, ça fait pas mal, mais ça peut avoir des bonnes implications là, sur plusieurs choses chez l'enfant parce que l'enfant, il est en développement. Par exemple, un nouveau-né qui va toujours regarder du côté droit, bien, s'il regarde toujours du côté droit, la tête risque d'aplatir du côté où la tête est tournée. Donc, un petit plat qu'on appelle une plagiocéphalie. Ouais. Souvent, torticolis, plagiocéphalie, ça va ensemble. OK. C'est fréquent d'avoir ces deux problématiques. C'est très fréquent parce que l'un entretient l'autre. Oui, voilà. Donc, un torticolis, à la base, il y a différents types de torticolis. En fait, il y en a 3 types. Il y a un torticolis postural. Donc, nous, quand on les évalue, c'est des enfants qui tournent bien des 2 côtés. On va les évaluer, puis même le parent va nous dire, là, je comprends pas, ils tournent bien, il n'y a pas mal, il n'y a pas de raideur, mais ils tournent toujours du même bord. Donc, ils ont l'amplitude pour aller des 2 côtés, mais ils ont une préférence pour aller d'un côté. Voilà. C'est ça qui se passe. Okay. Ils ont une bonne préférence, puis c'est ça. Fait que la préférence va faire que je tourne toujours du même côté ou je penche toujours du même côté. Puis, éventuellement, ben, si l'enfant est toujours asymétrique, il y a une petite raideur qui va se développer. Puis, le plus fréquemment, c'est qu'il y a une plagiocéphalie qui va apparaître. Une plagiocéphalie, dans un premier temps, la plagiocéphalie, c'est le terme médical pour dire que la tête est plate d'un côté. Mm-hmm. Donc, la première étape, c'est que j'ai un petit plat à l'arrière de la tête. Deuxième étape, l'oreille avance du côté de mon plat. Puis troisième étape, mon front avance aussi. Donc, ça fait un bombement frontal. Ah oui, puis on en voit beaucoup, beaucoup en clinique. Puis, dès que le bébé, il est tout petit puis qu'il a une préférence, il faut vraiment l'adresser rapidement pour éviter les casques puis éviter les problématiques plus sérieuses. Ouais. Là. Parce qu'une des façon d'intervenir sur une déformation de cette tête-là, donc la plagiocéphalie. Quand c'est plus avancé, j'imagine c'est là qu'on a besoin d'un casque, par exemple, pour remodeler la tête. En fait, le casque, c'est dur à dire, mais c'est plate à dire, mais c'est un peu un échec. Si on l'avait vu en prévention, ça serait beaucoup plus facile. Donc, je reviens juste au torticolis, je vais parler du casque après. Donc, le torticolis, il y a 3 types. Il y a le type postural, ça tourne bien des 2 côtés, mais j'ai une préférence. Le deuxième type, c'est musculaire. Donc, j'ai une raideur. Je tourne, mais ça ne tourne pas au complet. J'ai vraiment une raideur dans mon muscle. Donc, ça, c'est important de l'adresser rapidement. Puis, le troisième type, c'est un petit bébé qui a eu un accouchement des fois un peu plus difficile, puis on observe une bosse au niveau du muscle. Donc, des fois, ça apparaît à peu près 3 semaines après la naissance. Ça inquiète beaucoup les parents, mais ce n'est pas très grave. C'est que le muscle a une petite, on appelle ça un fibromatose coli. C'est des choses qu'on voit régulièrement en pédiatrie, là. Mais ça, c'est un torticolis qui est plus sévère, donc on veut l'adresser rapidement. Donc, ces 3 types de torticolis-là, ça représente à peu près chez les bébés, là, les études nous disent qu'on aurait à peu près 2,5% jusqu'à 16% des bébés qui présenteraient un torticolis à la naissance. De un de ces 3 types-là. Donc, 16%, c'est quand même beaucoup. Puis le défi actuellement, c'est que quand le bébé naît, on dit aux parents dodo sur le dos, puis ça, c'est bien important. Mais quand on met le bébé sur le dos, un bébé qui a une petite préférence, bien souvent, ça va amplifier le problème de préférence. Ouais. Puis ben là, on va se ramasser avec une plagiocéphalie. Mais à ce moment-là, on a dit qu'on ne veut pas mettre rien autour du bébé quand il dort, mais est-ce qu'on met quelque chose pour empêcher la tête de tourner? On met quand même rien. Dodo sur le dos, c'est non négociable. On peut tourner la tête, mais on ne met rien. Les petits cœurs, là, les coussins en cœur, c'est pas nécessaire, ça aide pas. Ce qui est recommandé, c'est le positionnement. Dans le fond, les études nous disent que la meilleure façon de corriger une plagiocéphalie, c'est par le positionnement. Si on va bouger la tête, toucher, des fois, les parents pensent qu'en venant chez le physio, on va bouger les sutures, la
tête. On ne fait pas ça. On n'a aucune évidence scientifique que ça fonctionne. Je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas, mais je n'ai pas de preuve. Il n'y a pas de preuve qui dit qu'on peut remodeler la tête avec les mains, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment le positionnement. C'est vraiment le positionnement. Puis on a plusieurs études qui prouvent que le positionnement est important. Donc, le positionnement, c'est que ce qu'on veut valider, c'est si le bébé a un plat, on veut contrebalancer. On veut mettre le plat de l'autre côté. Pas mettre le pas, mais on veut positionner le bébé de l'autre côté pour que l'appui se fasse de l'autre côté, puis ça équilibre les forces. C'est le même principe qu'une citrouille. Mm-hmm. Si vous avez une citrouille qui pousse, qui est toujours appuyée du même côté, quand on choisit la citrouille, il y a un gros plat. Ouais. Donc, si on veut que la citrouille soit plus égale, il ne faut pas qu'elle soit toujours à côté du même côté. La tête du bébé, c'est la même chose. Oui, c'est parce que les os du crâne du bébé sont tellement mous au début, les os sont mous, modelables. C'est surtout la croissance. C'est que le bébé, quand il naît, la tête grandit très, très, très vite. Alors, si le bébé est toujours en appui du même côté, le cerveau, il ne peut pas grandir de ce côté-là. Il y a un stop. Alors, il va grandir ailleurs, d'où le bombement frontal, d'où l'espèce de bosse qui se fait du côté opposé. OK, c'est vraiment dû à la croissance du cerveau. C'est vraiment dû à la croissance. C'est pas la pression qui fait la déformation, c'est l'espèce de constriction de l'espace possible pour le cerveau. Oui, c'est une combinaison parce que oui, il y a la pression, mais il y a aussi que le cerveau, il ne peut pas prendre toute sa place, fait qu'il va trouver de la... Le cerveau, il va grandir, c'est impressionnant, quand même. C'est très impressionnant. Puis le bébé, la tête grandit beaucoup dans les 6-7 premiers mois. Ils ont des grosses têtes par rapport au corps. Oui, puis c'est vraiment important d'intervenir rapidement. En clinique, souvent, on voit un petit bébé là, qui nous arrive à 2 mois. Ça, on adore ça. Le petit bébé arrive vers 2 mois, préférence, on regarde la plagiocéphalie, on regarde la tête, puis on va mesurer. Donc, on a un craniomètre qu'on appelle, là, qui est une espèce de règle. On met un petit bandeau, puis on mesure la plagiocéphalie. Puis quand on mesure, on voit, est-ce qu'il y a une asymétrie de 2, 3, 8, 10 mm? Mais quand on a 3-4 mm d'asymétrie, on aime ça parce que c'est facile de positionner puis d'aller corriger à 100%. Ouais. Hier, j'ai eu un petit bébé de 7 mois qui m'est arrivé avec 13 mm d'asymétrie. Bien là, il a l'oreille avancée, le front bombé, puis à 7 mois, je ne peux pas le positionner. Là. Fait qu'on est obligé, quand ils sont plus vieux, de suggérer aux parents d'aller avec l'option du casque. Ouais. Puis là, ça, c'est le physiatre ou le spécialiste en médecine physique là, qui va prescrire ça. Mais si on peut éviter un casque, c'est... Puis c'est quoi les évidences sur l'efficacité du casque, une fois qu'on est rendu à ce stade-là? Oui, c'est controversé un petit peu. En fait, on n'a pas de bonnes études sur le casque. Il y en a une qui est sortie il y a plusieurs années qui disait que le casque était moins efficace, sauf que il y a d'autres études qui sont en cours. Le casque est quand même efficace pour modeler. Dans le fond, le casque, qu'est-ce qu'il fait? C'est que du côté où il y a un plat, quand on moule le casque, il y a un vide. Oui, il y a de l'espace. Et là, la tête vient, en grandissant, combler le vide. Alors, on rééquilibre un peu la forme de tête. Le casque, il doit être porté 23 heures sur 24 pendant une période d'à peu près 3 mois. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup. Si on peut éviter ça, c'est bien. L'enfant, généralement, il n'est pas incommodé par le casque. Certains sont un peu moins confortables pour dormir la première ou la deuxième nuit, mais généralement, c'est bien toléré. C'est sûr que l'été, il fait très chaud. Ouais. Mais le but, c'est vraiment d'éviter le casque absolument. Puis en physio, on a tous les outils pour se rendre là. Quand on parle de torticolis, le traitement du torticolis, d'abord, on va travailler pour s'organiser que les mouvements soient symétriques. Donc, si le bébé tourne bien la tête des deux côtés, si le muscle est aussi souple d'un côté que l'autre, aussi fort d'un côté que l'autre, la tête va être centrée, la tête va bien bouger, fait que la plagiocéphalie, on la développera pas. Ouais. Si l'enfant va beaucoup sur le ventre, il va passer moins de temps sur le dos. Donc, la plagiocéphalie va être de moindre amplitude. Si l'enfant a une préférence pour dormir la nuit, mais le jour, je le travaille du côté opposé, je le positionne de la bonne façon, à ce moment-là, on limite les dégâts puis on aide à corriger beaucoup aussi. Puis ça, c'est des petits trucs que les parents aiment connaître quand ils sont petits. Donc, si vous avez des amis, là, des bébés 0-2 mois, c'est le meilleur temps de sensibiliser les parents, c'est le meilleur temps de leur faire observer si le bébé a une préférence ou pas. Puis ça plus tard, dans le fond, puis ça recoupe notre travail de physiothérapeute, c'est que si le bébé a un torticolis, regarde toujours du côté droit, il va utiliser plus sa main droite. Il va mettre son pouce droit dans sa bouche, puis il va développer d'aller chercher les jouets plus avec la main droite. Il va rouler d'un côté plus que l'autre. Ouais. Alors là, les muscles vont se développer de façon déséquilibrée. Puis quand je vais ramper, je vais ramper juste d'un côté. Je vais marcher à 3 pattes. Donc, il y a plein de séquences de mouvements qui ne vont pas bien se faire parce que l'enfant a un petit torticolis qui n'a pas été bien... Puis j'imagine aussi que, tu sais,
on a une dominance naturelle d'une main, mais ça peut développer une dominance extrême d'une main dans le sens qu'on pourrait moins être porté à utiliser l'autre bras. Un bébé, c'est pas droitier-gaucher. Ah non, hein? Ah non, on voit pas, on devrait pas ouais? être capable de dire si notre bébé est droitier-gaucher avant 2, 3, 4 ans. Fait que c'est avant l'âge de 2, 3, 4. C'est vraiment tard. Donc, un bébé, il doit être symétrique. Donc, il devrait utiliser vraiment stimuler les deux côtés. Stimuler les deux côtés. Donc, si le parent, puis ça arrive souvent, intéressant, le parent arrive en clinique et nous dit « Ah, mon bébé, il est droitier ou gaucher », ça marche pas. On sait qu'on a un C'est parce qu'il y a probablement une préférence. C'est parce qu'il y a probablement une préférence. Puis si on va examiner puis on va creuser, des fois, on va voir facilement un torticolis. Là, on en voit beaucoup des torticolis. Puis en clinique privée, on en voit énormément. Les torticolis, des fois aussi, peuvent causer des asymétries au niveau du visage. Donc, si j'ai un muscle qui travaille plus fort, des fois, je vais avoir une joue qui est plus bombée d'un côté que de l'autre. Je vais avoir un œil qui est plus ouvert ou plus fermé d'un côté que de l'autre. Donc, ça, c'est tous les muscles qui peuvent être affectés par le torticolis. Il y a un muscle principal, mais des fois, ça peut avoir des conséquences sur plusieurs muscles. Là. Ce que je remarque, dans le fond, c'est que les 3 sujets clés qu'on a abordés, le développement moteur, le torticolis puis la plagio, ça a vraiment une interaction, les 3 ensemble. Absolument. Dans le sens qu'une préférence de l'environnement du côté droit ou un manque de stimulation d'un côté peut amener la tête à avoir une préférence d'un côté, qui peut amener à développer un torticolis, qui a un lien avec la plagiocéphalie. Donc, tout ça a une importance de... Donc, la symétrie, c'est ce que je retiens dans la clé. Très, très important. Puis dans le traitement du torticolis, ce que les parents doivent savoir aussi, puis les différents professionnels de la santé, c'est que le traitement du torticolis, là, ça ne sort pas de notre tête. Là. Il y a des normes qui sont faites aux 5 ans. Donc, c'est une revue de littérature qui est faite, c'est un outil qui vient des États-Unis. À chaque 5 ans, le dernier est sorti en 2018, puis ça nous donne, selon les études, comment, dans le fond, c'est un guide de pratique clinique. Guide de pratique clinique. Un Clinical Practice Guideline, les meilleures recommandations pour le traitement du torticolis et de la plagiocéphalie. Fait qu'on sait comment on évalue, comment on traite, comment on dépiste, quand est-ce qu'on donne congé. Donc, il y a 17 énoncés là, qui sont faits, puis les physiothérapeutes qui travaillent en pédiatrie devraient les connaître, là, puis devraient suivre cette formule-là. Ouais. Puis c'est basé sur des études et sur plusieurs études. Par exemple, le torticolis, avec ce guide-là, on sait que le massage, ça ne sert à rien. Ça peut être confortable, mais ça ne va pas traiter le torticolis. On sait qu'il faut travailler, il faut adresser les mouvements, il faut adresser le développement moteur, il faut adresser le positionnement. Donc, il y a plein de façons de... Nous, on a comme un certain cadre dans notre travail qu'on doit respecter. Fait que les parents qui consultent pour une plagio, qui consultent un physiothérapeute là, qui est formé en pédiatrie, ils ont quand même Ils ont un guide très clair. Un guide très clair. C'est pas au hasard ce qu'on fait. C'est pas au hasard. Puis en mesurant la tête, c'est exactement la symétrie ou la différence de plagiocéphalie, elle est de temps. Puis là, on doit gagner tant de millimètres. Puis fait que le parent, il est prêt, là, il travaille fort. Donc, le positionnement pour aider un torticolis, par exemple, ça touche autant la façon qu'on positionne l'enfant que même... comment dire? Comment on le fait boire. Comment on va le faire tenir puis comment on va le faire boire. Voilà. Parce que j'imagine que la préférence de l'enfant peut venir de la préférence du parent. Parfois. Des fois, le torticolis postural, un torticolis causé par une préférence, ça peut être causé par le parent, par l'environnement. Un enfant qui est hospitalisé avec un respirateur d'un côté, souvent va garder cette préférence-là. Ça peut être causé par plein de choses. Des fois, un torticolis, c'est seulement la position que le bébé était dans le ventre de la maman. Ouais. Donc, quand il sort, il reprend un peu cette préférence-là. S'il était en siège, si c'est un jumeau, là, à ce moment-là, il y a d'autres contraintes qui peuvent s'ajouter. Donc, il y aurait un avantage à, par exemple, tenir le bébé des deux côtés, avec les deux bras. Voilà. Puis même au niveau de l'allaitement, j'imagine? L'allaitement, dans le fond, quand la maman allaite des deux côtés, c'est excellent pour la tête du bébé. Puis même chose, si vous n'allaitez pas votre bébé, vous faites le choix de le nourrir au biberon, mais on devrait nourrir le bébé d'alterner. Le bébé devrait manger la main droite autant que la main gauche. Le bébé, quand il est sur le ventre, devrait tourner sa tête autant à droite qu'à gauche. Face à nous. Quand on fait du portage. D'avoir la tête des deux côtés. La tête des deux côtés. Alternée. Oui, voilà. Puis ce qu'on veut éviter, c'est que la tête, elle soit toujours elle soit toujours en appui en arrière, parce que des fois, on a ce qu'on appelle une brachycéphalie. On en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis les dernières années. Brachycéphalie, c'est la tête plate, mais au centre. OK, ouais. Fait que ça, c'est un bébé qui a passé beaucoup de temps sur le dos ou beaucoup de temps dans les chaises de positionnement. Fait qu'un bébé qui passe beaucoup de temps dans la balançoire, chaise vibrante, souvent, ça peut faire une petite tête qui est plus plate à l'arrière. Les parents se sentent très, très coupables quand ils voient quand on mesure puis quand ils constatent, mais
souvent, les bébés qui ont des plagiocéphalies ou des brachycéphalies, c'est souvent des bébés très, très calmes. OK, ouais. Fait que c'est pas un bébé qui pleure tout le temps, là. C'est pas un bébé qui chiale. Un donc bébé il qui attire pas chiale, on nécessairement l'a dans les l'attention. bras, puis on fait notre mieux. Un bibelot, là, qui va rester longtemps sur ouais. le dos, des fois, c'est plus... c'est ces enfants-là qu'on veut, surveiller un peu plus. Ce que je comprends avec tout ça, c'est que plus on a un dépistage précoce, plus c'est facile à rattraper. Puis des fois, c'est vraiment facile à rattraper. Des fois, c'est vraiment facile à rattraper. Il faut juste que le parent sache quoi faire. Ouais. Donc, ça m'a... Oui, vas-y, complète. Si le parent est outillé, c'est ça. Souvent, ce que je vois en clinique régulièrement, là, c'est que le premier bébé de la famille a eu un torticolis, une plagiocéphalie. Les parents ont travaillé fort. Le deuxième bébé... Il échappe pas. Il est parfait. ouais. Parce que dès le départ, le parent positionne le bébé, surveille est-ce qu'il y a une préférence, le met sur le côté, le met sur le ventre, alterne les positions, le met pas debout trop. Mm-hmm. Fait que ça fait un beau développement, ça fait un bébé qui est bien stimulé, mais qui a surtout une belle tête ronde, là. Donc, cette prémisse de base ça m'amène à deux questions. La première, c'est est-ce qu'on devrait, comme parent, faire une visite de routine chez un physiothérapeute à, je sais pas moi, 1 mois et demi, 2 mois? Et sous question à ça, est-ce qu'on a des évidences qui ont regardé ça, l'impact d'avoir une visite de routine sur la prévention des torticolis, des plagiocéphalies, du développement moteur? Au niveau... Je vais ressortir mes Tu l'as noté? ouais. OK, c'est bon. En fait, dans le guide des meilleures pratiques cliniques, un des énoncés, c'était que si quelques jours après la naissance, mettons 3-4 jours après la naissance, on note que le bébé a une asymétrie au niveau du visage. S'il y a une asymétrie faciale, le risque de torticolis, il est 22 fois plus grand. OK, fait que c'est un facteur de risque. C'est un facteur de identifié. risque. Si c'est une première naissance, l'utérus est un petit peu plus contracté, les muscles abdominaux un peu plus serrés, donc c'est un facteur de risque aussi. Le risque est 6 fois plus élevé. S'il y a eu un trauma à la naissance, une ventouse, une forceps, un accouchement très difficile, le risque il est 4 fois plus élevé. Puis si l'enfant il est très grand, donc la grandeur là, en centimètres, c'est 51,3 cm, mais si l'enfant il est très long, souvent il y avait un peu moins de place dans le ventre de la maman, donc ça aussi c'est un facteur de risque. Ce qui est recommandé selon le guide des meilleures pratiques, c'est que si l'enfant présente 2 facteurs de risque, ça vaut la peine d'aller avec un dépistage précoce en physiothérapie, de s'assurer qu'il n'y a pas de torticolis. Ça ne veut pas dire qu'il y a un torticolis, mais ça veut dire qu'on a un peu plus de chances de présenter cette problématique-là. Au niveau de l'enfant, du bébé général, qui n'a pas de marqueur particulier, c'est sûr que moi, je le recommande, mais je n'ai pas d'évidence scientifique que ça vaut la peine d'aller en physiothérapie. Notre défi, c'est que, les cliniques privées peuvent offrir le service, certaines cliniques. Avoir dans les centres hospitaliers, présentement, on ne peut pas. Là. Non, c'est ça. Mais, tu sais, ma prochaine question, c'était est-ce que ça vaudrait la peine même qu'au Québec, on mette en place quelque chose pour que tous les nouveau-nés aient une visite de dépistage avec un physiothérapeute? Personnellement, moi, je pense que ça vaut la peine parce que les parents apprennent rapidement. J'ai eu des mamans qui ont reçu en cadeau une consultation en physiothérapie là, pour leur nouveau-né. Au lieu d'acheter plein de trucs inutiles, une amie qui était déjà passée en clinique leur offrait ce cadeau-là, puis les parents l'appréciaient beaucoup, beaucoup. Fait qu'on fait avec eux, on évalue le bébé, on regarde la tête, on fait beaucoup, beaucoup de prévention. Ouais. Puis je pense que la prévention, c'est la clé. Là. Exact. Ça me semble un aspect de la physio qu'on a réellement des outils d'évaluation pour vraiment prédire quelque chose. Dans le sens qu'on peut juste évaluer l'enfant et vraiment savoir si, il semble sur la bonne voie ou s'il y a des interventions à faire. Donc, ça, pour moi, ce serait un investissement en prévention utile versus, en douleur musculo-squelettique, on ne peut pas vraiment dire à quelqu'un, viens en clinique, je t'évalue au complet, puis je vais te dire si tu es à risque. Comme c'est vraiment plus difficile de prévenir les blessures en tant que telles avec des évaluations de routine en physio, la littérature n'est pas vraiment capable de faire ça. On a des facteurs de risque identifiés, puis probablement qu'une des choses passe par les habitudes de vie, entre autres, pour la prévention de blessures ou juste la prévention de la douleur chronique en général, mais dans un contexte où on est vraiment plus dans des aspects objectivables qu'on peut observer. Ça me semble plus logique d'avoir des outils de prévention. Je pense que ça vaut la peine. Souvent, là, après 2 mois, si on voit que l'enfant... 2 mois et demi, 3 mois, si on voit que l'enfant a une asymétrie, définitivement, ça vaut la peine de consulter. Dès que le parent voit un début de plagiocéphalie. Puis la façon de la voir, la plagiocéphalie, c'est il faut regarder le bébé d'en haut. OK. Fait qu'on se met debout, on regarde la tête. Si on voit que le front est symétrique, les oreilles sont égales, la tête, on n'est pas inquiet, là, le développement se fait bien. Si on voit
une petite asymétrie, ben à ce moment-là, ça vaut la peine de consulter rapidement parce que c'est au début que ça se passe. Là, dans le plus facile, là, c'est les 4 premiers mois. Si on a une asymétrie à corriger, fait que oui, moi, je l'encourage. Mais je ne sais pas si on a le réseau pour absorber tout ça, mais c'est un autre débat. Ça, c'est un autre défi. Là. Je fais le même parallèle avec les femmes en rééducation périnéale. Oui. C'est tellement... C'est pas normal d'avoir, par exemple, des incontinences urinaires après l'accouchement, mais c'est fréquent. Oui. Fait que tant qu'à ce que ce soit tellement fréquent puis qu'on sait c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur des femmes sur une vie. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui considèrent que c'est normal. Tu sais, j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais peut-être que ça pourrait être une bonne idée qu'on offre à toutes les femmes une consultation en physio pour au moins avoir quelques exercices, savoir quoi faire, sachant que les femmes sont les seules qui vont accoucher de nos enfants, tu sais. Ouais. Fait que... Puis peut-être aussi que notre travail de physiothérapeute pourrait être fait avant la naissance. Donc, il y a ça aussi. Dans les cours prénataux, sensibiliser l'enfant, sensibiliser le parent au développement moteur, sensibiliser le parent à la plagiocéphalie, au torticolis. Ça serait facile. Puis ensuite, le parent, regarde, observe, puis a déjà les outils là, pour intervenir ou pour prévenir le défi, le problème. Je trouve ça étrange quand même que c'est tellement... il n'y a pas de cours pour être parent, il n'y a pas de cours pour savoir comment dépister ça, mais c'est tellement quelque chose de fréquent puis qui peut avoir un impact sur le long terme quand les gens n'ont pas... Soit ils n'ont pas une littératie en santé ou ils n'ont juste pas ces connaissances-là qu'on peut passer à côté d'un retard de développement pendant longtemps. C'est étrange qu'il n'y ait pas un meilleur accompagnement qui est fait ou que, là, je pense qu'il y a peut-être plus d'informations accessibles, mais ça prend des gens qui vont vers les ressources et qui s'informent et qui prennent comme le pas de l'avant. Ils prennent un pas en avance pour aller chercher cette information-là. C'est sûr que l'enfant, il est en croissance, puis dans sa vie, il va avoir plein d'étapes. Il va avoir des étapes au niveau du langage, il va avoir des étapes au niveau de la motricité fine, il va avoir des étapes... Mais si on le part comme il faut, avec les bons outils, ben quand il arrive à l'étape du langage, il n'est pas en train de gérer ces étapes motrices. Là. Fait que c'est sûr que ça continue toujours, mais c'est... oui, moi, je pense que le dépistage est... Tu sais, quand tu as eu une chirurgie au genou, tu ressors avec un petit pamphlet qui dit quoi surveiller, les signes d'infection, les signes de ci, mais... Il me semble que ça se développerait, un petit outil comme ça, général, qu'on peut donner. Ça existe. En fait, mais c'est pas systématique. Je peux pas parler pour tous les milieux, mais je sais qu'à Sainte-Justine, on avait un pamphlet sur le torticolis, la plagiocéphalie. Il faudrait que je m'informe. C'est moins mon département, celui-là, là, pour les femmes, les accouchements. Mais oui, c'était parlé là, dès la naissance. C'était un pamphlet. Est-ce que c'était... on vous remet le pamphlet, puis c'est tout, vous observez ça? Je ne sais pas l'enseignement qui était fait. Là. Ouais. Parce que ça pourrait être un outil simple et peut-être déjà une bonne première étape. Si tout le monde a au moins cet outil-là à portée de main. Oui, puis il y avait aussi dans les cliniques d'allaitement, là, c'est un bel endroit pour justement sensibiliser certains parents. Là, c'est gratuit, les parents peuvent avoir accès facilement mais là, avec la COVID, ça a été ralenti un petit peu, là, mais oui, on a beaucoup à offrir en physiothérapie pédiatrique. On n'est pas assez nombreux. C'est encore méconnu. Mais les parents qui consultent sont très, très contents et satisfaits et vont chercher des outils qu'ils vont utiliser à court, moyen et long terme là, pour leurs enfants. Le dernier point que je voulais aborder, tu en as parlé brièvement des gens, des nouveau-nés qui marchent sur... pas les nouveau-nés, là, mais les enfants qui marchent sur la pointe des pieds. Ou par exemple, les démarches atypiques. Tu as parlé des pieds en rotation vers l'intérieur. Tu as parlé de... Ils appellent ça en anglais les toe walkers. Les gens qui marchent vraiment sur la pointe des pieds. C'est quoi les démarches atypiques à surveiller? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir là-dessus? La première chose, c'est que le pied du bébé, là, il n'est pas développé au départ. Il va avoir besoin d'expérience, il va avoir besoin de pratique pour se développer. Donc, un bébé qui commence à marcher n'a pas d'arche plantaire. Donc, c'est normal ou très, très peu. Là. L'arche est affaissée, il y a un pied plat. Puis ça, en clinique, on en voit beaucoup des parents qui viennent « Ah, mon bébé a le pied plat. » Ben non, c'est normal. L'arche va se développer. Ça prend plusieurs années pour que le pied travaille, les muscles travaillent. Puis un pied typique va finir par s'activer. Les muscles vont s'activer, puis l'arche va se développer. Donc, au départ, on n'a pas besoin d'une chaussure particulière. Ce qu'on a besoin, c'est d'être nu-pied. Donc, on veut que le bébé soit nu-pied, on veut que le bébé ait des expériences. C'est un petit peu comme le jardinage. Quand je jardine, je ne veux pas mettre des gros gants raides parce que je ne sens pas bien. Fait que je vais mettre un petit gant souple. Fait que le pied, c'est un peu la même chose. Je vais avoir quelque chose de très flexible, très souple pour protéger mon pied, mais pas nécessairement lui donner une forme ou lui donner un moule. Donc, le pied, nu-pied, c'est la meilleure option.
il y a certains enfants qui vont aller sur la pointe des pieds. On le voit beaucoup chez les enfants qui ont fait beaucoup de jolly jumper, de la soucoupe. Souvent, quand ils vont marcher avec des exercices, ça risque de rentrer dans l'ordre. La majorité des cas, ça rentre dans l'ordre. Si on voit qu'il y a une raideur au niveau du mollet, là, une raideur au niveau du tendon d'Achille qui fait que le pied a tendance à aller toujours à être toujours pointé, bien là, c'est sûr qu'il y a des exercices qui peuvent être faits. Il y a des surélévations ou des choses qui peuvent être mises dans les chaussures. Généralement, c'est la médecine physique, là, si on a besoin d'adresser un problème un petit peu plus important là, qui peut les voir. Nous, en physio, on va travailler au niveau des exercices. Donc, on va travailler, par exemple, le squat, on va travailler le renforcement, on va s'organiser pour que le pied redescende, le talon redescende au sol. Il y a plusieurs formations là, pour les physiothérapeutes actuellement là, pour justement les outiller avec ça. Puis voilà. Fait que si l'enfant continue de marcher sur la pointe des pieds, ben là, dans le fond, c'est l'œuf ou la poule. Là. Je marche sur la pointe des pieds, mon tendon devient un peu plus raide. C'est un peu plus raide, je marche encore plus sur la pointe des pieds. Donc, c'est ça. Moi, je suis moins la spécialiste des pieds. Ouais. À l'hôpital, j'ai plein de collègues qui le font à la clinique aussi. Mais quand même, marcher sur la pointe des pieds à 2 ans, c'est pas quelque chose qu'on devrait voir fréquemment. Là. Ouais. Donc, ça peut être volontaire, mais ça ne devrait pas être d'emblée que l'enfant marche sur la pointe des pieds. Ce qu'on voit souvent en clinique, c'est un enfant qui marche avec les pieds vers l'intérieur. Donc, quand il va courir, il peut s'enfarger. Ça, généralement, ça peut être causé par l'antéversion fémorale. Un enfant qui s'assoit en W, on en a parlé. Malheureusement, à part les cas très, très sévères, la façon de corriger ça, c'est le positionnement. Il faut s'asseoir en indien. Moi, j'appelle ça en indien, en papillon ou en lapin. Quand lapin, les jambes allongées avec les orteils qui pointent vers le plafond. Mais il faut vraiment s'asseoir. Il faut surveiller la posture assise en tout temps. Des fois, on a des enfants qui vont marcher les pieds vers l'intérieur parce qu'il y a une petite torsion au niveau du tibia. Puis ça, c'est des enfants typiquement qui vont dormir les fesses dans les airs. Ah ouais? Hein? Donc, ils vont dormir à genoux avec les fesses dans les airs. Fait que quand ils sont en petite boule à genoux, les fesses dans les airs, les pieds sont rentrés vers l'intérieur. Puis, à force de répéter ce mouvement-là, il y a une torsion vers l'intérieur qui se fait au niveau du tibia. Puis quand on a une torsion tibiale, bien, oui, ça peut occasionner que quand on court, on s'enfarge dans nos orteils. Là. Fait que positionnement encore. Positionnement, exercice. Puis le positionnement, souvent, les parents vont nous dire, bien là, ça fait 1 semaine ou 2 que je pratique. Oui, mais si ça fait longtemps, c'est sur le long terme. C'est l'effet cumulé. Là. C'est sur le long terme qu'on va avoir un impact. Dans les cas plus importants, il y a une barre de dérotation qui peut être utilisée. C'est controversé. On a des études, des bonnes, des moins bonnes études. Là. Fait que ça, je laisse aux spécialistes là, en orthopédie ou en médecine physique, en physiatrie, là, d'adresser ça. Mais avec les exercices, avec du positionnement, souvent, là, quand les parents font un bon... jouent à la police, ils font bien leur travail de superviser le positionnement, puis que la garderie aide aussi, là, embarque dans l'observation de l'enfant puis corrige, bien, on peut avoir des bons résultats. Oui. Tu parlais de pieds puis de chaussures puis de marcher nu-pied, ça me faisait penser, on a tendance à vouloir tout le temps, il y a comme une croyance qu'il faut tout le temps être dans des bons souliers, bien coussinés, mais l'enfant a besoin de cette stimulation-là. Oui. Puis de marcher, de courir, de jouer nu-pied, c'est naturel et nécessaire pour le développement du pied. Et voilà. Puis je sais, la clinique du coureur il avait publié... C'était-tu la revue systématique, me semble, c'était sur l'utilisation systématique des orthèses plantaires chez les jeunes enfants, comme quoi il n'y avait pas d'évidence qui supportait ça, dans le sens où on devrait avoir juste des souliers, bon, pas nécessairement des tout petits souliers minimalistes, mais des souliers simples, qui n'ont pas besoin d'avoir des gros supports, de la grosse rigidité, juste une chaussure souple, confortable qui empêche de se blesser le pied, par exemple. Le but de la chaussure, c'est de protéger le pied contre les coupures, etc. Là. Voilà. Ça devrait être aussi simple que ça. Le test, là, c'est de vérifier est-ce que la semelle est flexible, est-ce que l'enfant est confortable, puis c'est tout. Là. Pas besoin de... On veut que la semelle soit flexible. On veut que la semelle soit flexible. Puis des fois, ça n'a pas de lien avec le prix qu'on va payer la chaussure. Non, c'est ça. Fait qu'il faut observer le modèle, il faut regarder, puis dans le fond, les souliers, il n'y a pas de... Ça peut être un peu n'importe quoi, là, qui convient au budget, qui convient au confort. Puis ça peut être très, très simple, ça peut être très, très simple. Puis même à la maison, c'est pas nécessaire, les souliers, là, nu-pieds. Il y a certains enfants qui ont des problématiques de tonus, qui ont des problématiques d'alignement, qui, eux, vont nécessiter une attention plus particulière. Mais pour l'enfant moyen, là, nu-pieds. Oui. En conclusion, est-ce qu'il y a des points clés qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans les sujets qu'on a décortiqués ensemble? Y a-t-il des messages clés que tu dis « Ah, ça, j'ai oublié, il faudrait en parler ». Y a-t-il des trucs qui te viennent en tête comme ça?
On a fait quand même un bon tour Je pense d'horizon. qu'on a fait un bon tour. Ce serait quoi tes messages clés? Tu sais, les points clés là, que tu veux que les gens retiennent de notre discussion? Jouer sur le ventre. Ouais. Aimer le ventre, avoir du plaisir. Ça, pour le développement moteur du bébé, c'est très, très, très important. La symétrie dans le développement. Fait que si le bébé, ce qu'il fait à droite, il doit le faire à gauche. Ça, c'est très important aussi. En physiothérapie, on est une belle équipe. On a beaucoup à offrir. Puis des fois, il y a des problèmes simples qui peuvent être pris très, très petits. Puis ça vaut tellement la peine de poser la question. Puis les parents, là, sont les experts de leurs enfants. Fait que si le parent a une inquiétude, si le parent, ça vaut la peine, faites-vous confiance. N'attendez pas d'avoir... faites-le rapidement. Ouais. Allez vous faire rassurer, on est une belle équipe, puis l'objectif, c'est pas de voir les enfants pour voir les enfants, mais si vous avez vraiment une inquiétude, je pense que ça vaut la peine de l'adresser, puis on va l'examiner, on va on va regarder au niveau du développement où est-ce qu'il se situe, on va regarder, on va tester les muscles, on va tester la force, puis on va savoir rapidement là, si on a ou non un vrai problème. Puis généralement, les parents qui ressortent d'une consultation en pédiatrie sont très, très contents. Ils sont tout le temps contents. Fait que je pense que ça vaut la peine. On est une belle équipe de professionnels. Voilà, je sais pas. Ça me fait penser le pont entre la pédiatrie puis ma pratique à moi. Ouais. Je travaille beaucoup avec une clientèle de douleurs chroniques complexes. Tu sais, des gens qui ont des douleurs depuis longtemps, incapacitantes. Puis en même temps, une clientèle de douleurs musculo-squelettiques, pas nécessairement chroniques. Il y a certains exercices, il y a des types d'exercices en physio qu'on appelle les exercices de contrôle moteur, qui sont des exercices qui demandent une bonne conscience corporelle, une bonne proprioception, une bonne perception du corps dans l'espace, puis une bonne certaine coordination. Puis il y a certaines problématiques qui réagissent très bien ou qui se prennent en charge vraiment bien avec des exercices de contrôle moteur qui sont des exercices plus spécifiques. Et ce que j'ai remarqué, puis on a remarqué ça aussi, les gens qui ont des problématiques à faire ces exercices de contrôle moteur, souvent, ils ont de quoi dans leur développement moteur d'atypique. Okay. Dans le sens où, tu sais, les gens, par exemple, qui n'ont pas une bonne conscience d'environnement, qui n'ont pas une bonne coordination, tu sais, les fameux exercices, mettons, le genou et la main opposés, même rendus adultes, où ils ont toujours été mal coordonnés, mal habiles, ils ont de la misère à lancer une balle, attraper, tous les sports avec les pieds, tu sais, des choses comme ça. Souvent, quand je pose des questions par rapport à, pas nécessairement leur enfance, mais par rapport à leur jeunesse, tu sais, as-tu fait des sports? As-tu fait des trucs qui t'ont demandé de la coordination? Puis quand ça a été absent, je remarque que ça le nuit quelque part à leur fonction motrice et leur cerveau n'a pas développé cette capacité, par exemple, à discriminer la gauche, la droite, ce qui est en haut, ce qui est en bas, la perception de l'espace. Et puis je vois vraiment un lien. Puis il y a certaines études qui ont mis en évidence ces liens-là. Puis ça m'amène même des fois, pour ces adultes-là, à leur faire travailler la marche à quatre pattes ou des exercices de coordination, par exemple, la main sur le genou droite-gauche, pour intégrer après des exercices de contrôle moteur. Absolument. Puis on le voit. Dans le fond, la physio-pédiatrique, souvent, c'est la première porte d'entrée pour différents problèmes. On parlait du torticolis, de la plagiocéphalie, du tonus. Des fois, un torticolis postural, une petite préférence, là, ça va nous amener à d'autres défis de coordination, de troubles d'acquisition de la coordination, de déficit de l'attention. C'est sûr qu'on ne le voit pas quand ils sont petits, mais on voit des enfants qui ont des problématiques au niveau du spectre de l'autisme. Des fois, c'est des enfants très petits. On va avoir des petites pistes là, qui nous disent que il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou au niveau de la coordination, ça c'est tellement vrai. Là. Tantôt, je vois surtout les enfants 0-2 ans, mais on a quand même plusieurs enfants jusqu'à 5 ans. Puis dans l'escalier, des enfants qui alternent pas dans l'escalier, des enfants qui ont de la difficulté à sauter. Je suis pas capable de sauter les pieds joints 2 ans. Là, tantôt, on ne s'est pas rendu à 2 ans, mais à 2 ans, l'enfant devrait commencer à sauter. Donc, sauter sur place, sauter en bas, sauter par-dessus. Pas des grandes distances, mais quand même. Sauf que si à 2 ans, je ne suis pas capable de le faire, puis à 2 ans et demi, puis à 3 ans, puis à 3 ans, je saute encore asymétrique,
j'ai un petit problème parce que là, ma force, c'est pas égal. Mon vélo, plus tard, va être un problème. Ouais. Pédaler, si mes jambes sont pas... Puis monter l'escalier en alternant, ça va devenir un problème. Puis là, au niveau de la fonction, ça affecte un petit peu. Fait que oui, Des fois, il faut revenir à l'enfance faut revenir à pour faire le l'enfance, lien avec la c'est vrai, problématique de c'est coordination. vrai. Oui, Mais ça absolument. s'entraîne, ça s'entraîne. Ça se pratique, ça s'entraîne. Puis quand les parents sont conscients, c'est des choses dans le 0-5 ans qui peuvent être tellement bien facilement travaillées. Moi, en clinique, là, c'est nounou, là, mais le soleil-lune. Je dessine sur le pied de l'enfant un soleil, une lune, puis là, on monte l'escalier, soleil-lune, puis s'ils ont une préférence, on monte juste le soleil, on monte juste la lune pour monter, pour descendre. Il y a plein de trucs possibles. Simple. Puis souvent, c'est ça la beauté de la physiopédiatrie. On a plein d'imagination. Fait que c'est d'aller chercher des idées, d'aller chercher des petits trucs faciles ou difficiles qui vont rendre le quotidien plus... le parent va pouvoir utiliser dans le quotidien, là. Ouais. En tout cas, il y a plein de trucs, je pense, que je vais retenir de ça parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses. Je pensais que j'en savais un petit peu, mais finalement, on réalise que quand c'est pas notre domaine d'expertise, il y a bien des choses qui sont un peu plus nuancées que ce qu'on croit en réalité. Fait que merci encore une fois beaucoup de t'être déplacé. J'espère que tu as apprécié l'expérience. C'était super intéressant. Puis c'est la première fois que j'abordais quelque chose en lien avec la pédiatrie. Fait que c'était sur ma liste depuis un moment. Fait que je suis content qu'on ait fait ce premier épisode. Il y a plein de choses en pédiatrie. Ouais. Il va falloir que je fasse d'autres épisodes éventuellement sur d'autres sujets qui touchent à d'autres aspects de la pédiatrie. Fait que merci encore. Merci Alexis. Salut. Bonne journée.